Symbole des nouveaux médias alternatifs, TV Liberté a bousculé la presse audiovisuelle dans son entier. Les médias les plus lucides comprennent dorénavant que leur survie se joue avec un esprit d'ouverture à toutes les sensibilités et à de nouveaux visages. Mais ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant, le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique, subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. L'année 2022 qui s'annonce va être l'année de tous les dangers. La France, chacun le sent bien, est à un tournant décisif où va se livrer la mère des batailles. TV Liberté ne cesse de renforcer son audience et son influence. Nous touchons dorénavant les Français par millions, pas par milliers, mais par millions. Le système et ses représentants ne nous pardonnent pas cette réussite. Ils ne nous épargneront aucun mensonge, aucun fake, aucun coup bas. Il faudra avoir les moyens de répondre et riposter, les moyens de créer et innover, les moyens de se battre pied à pied, maintenir les positions, lancer les offensives, gagner du terrain, briser les lignes adverses, remporter des victoires décisives, faire gagner nos justes causes. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans notre émission Passé-Présent de ce jour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Paul Rignac, qui est historien, spécialiste de l'Indochine, qui a participé à l'association des enfants du Mékong et qui publie aux éditions Indo-Éditions cet ouvrage, Les mensonges de l'anticolonialisme, contre-enquête. Alors, il s'agit de mensonges de l'anticolonialisme relatif principalement à l'Indochine. Alors c'est un ouvrage particulièrement utile par les temps qui courent. On sait ce qu'il en est des délires des décoloniaux et autres racisés qui cherchent à imposer une lecture aussi univoque que partiale de notre histoire récente. Donc c'est une bonne action que vous avez commise en nous offrant cet ouvrage. Comment vous est venu ce projet d'une relecture de la guerre d'Indochine dans cette perspective-là, remettre en cause tous les mensonges qui ont été accumulés au nom de l'anticolonialisme? Au départ, je suis juriste. Donc pas destiné à écrire des livres sur l'histoire. Et en fait, c'est en travaillant pour Enfants du Mékong sur le terrain, dans les pays de l'ancienne Indochine, c'est-à-dire Vietnam, Cambodge, Laos, que j'ai rencontré aussi bien des anciens combattants vietnamiens, qui étaient du côté français, que des anciens combattants français qui retournaient là-bas 20, 30, 40 ans après pour de l'action humanitaire, pour construire des écoles, pour bâtir des infirmeries, pour aider des enfants à la scolarisation. Et j'ai recueilli leurs témoignages pendant plusieurs années, depuis le début des années 90, sur place et en France.
Et il m'est apparu qu'il y avait une différence incroyable entre leur témoignage et l'histoire telle qu'elle nous est décrite habituellement. Et alors donc, c'est le résultat d'une enquête de pratiquement 30 ans. Votre ouvrage, si vous avez commencé au début des années 90. Oui, en fait, il s'agit de la réédition d'un ouvrage de 2006, réédition revue et augmentée. Donc, disons plutôt une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années d'enquête, oui, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Et alors, cette enquête vous a conduit à remettre en cause un certain nombre d'idées reçues ou de mensonges grossiers concernant l'histoire coloniale. Ce que vous avez fait pour l'Indochine, d'ailleurs, pourrait valoir, bien entendu, aussi pour l'Afrique du Nord, l'Afrique noire, dans d'autres registres. Mais venons-en plus particulièrement à l'Indochine. Vous insistez notamment sur un certain nombre de termes qui ont été utilisés, qui se sont banalisés et dont il convient de faire une analyse critique. Je pense à colonialisme, exploitation, par exemple, travail forcé, etc. Comment avez-vous abordé ces diverses questions ? Le colonialisme est un mot qui a été inventé à la fin du XIXe siècle par un économiste libéral qui était opposé à la colonisation. Et l'anticolonialisme est l'antithèse de quelque chose qui n'existe pas, en fait. Puisque le colonialisme, personne ne s'est réveillé un matin en disant « je vais faire du colonialisme ». On peut décider de faire du libéralisme, de faire du communisme, de faire d'appliquer n'importe quelle doctrine politique, mais aucun pays dans l'histoire du monde n'a dit « je vais faire du colonialisme ». Enfin, il y avait des lobbies coloniaux quand même qui poussaient Exactement. Pour des raisons économiques, des raisons de prestige, des raisons diverses à l'expansion. Oui, mais il y a eu tellement de formes différentes de colonisation. Le vrai mot, c'est colonisation. Ouais, voilà. Et à peu près sur tous les continents et dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des colonisations très différentes. Si l'on se limite simplement à la colonisation du XIXe siècle, la colonisation européenne, on a de la colonisation de peuplement, comme on a essayé de faire en Algérie, de la colonisation de comptoir. Qui a réussi en Australie. Ou aux États-Unis. Les Amériques du Nord et du Sud sont des exemples de réussite de colonisation de peuplement. Il y a eu la colonisation de comptoirs commerciaux ou militaires, avec des endroits comme Saint-Louis du Sénégal, Dakar, ou les comptoirs portugais en Inde. Tous ces comptoirs, qui est une colonisation très modeste, une installation dans une petite ville avec un port, qui est une escale, une étape vers les grandes colonies d'Extrême-Orient, par exemple. Et puis, le troisième type de colonisation, celle qui est le plus souvent mise en cause, la colonisation d'exploitation. C'était le cas de l'Indochine. Les 3 pays de l'Indochine, ce n'étaient pas exactement des colonies. La Cochinchine était une colonie, les autres territoires étaient des protectorats. Ça, c'est une subtilité juridique. Dans les faits, la France gouverner ces pays. C'est ça, on rappelle rapidement les étapes de tout ça. D'abord, c'est la Cochinchine à l'époque du Second Empire. Exactement. Ensuite, c'est l'Annam au début de la Troisième République. Et puis le Laos pratiquement au tournant du siècle. Alors Cambodge en 1867. C'est ça, oui. Avec un protectorat légèrement forcé pour protéger les Cambodgiens des invasions thaïlandaises. À leur demande, parce qu'ils étaient menacés par l'Annam d'un côté, puis le Siam, la Thaïlande de l'autre. Et le Laos a été un pays colonisé de façon tout à fait pacifique par Pavie. Pavie, Auguste Pavie. On appelait ça la colonisation des cœurs. C'est ça. Pavie a protégé la famille royale laotienne des attaques des pirates chinois. Et a fait une colonisation, c'est un vrai protectorat pour le coup. Mais c'est une colonisation très douce et avec l'accord des populations. Avec l'accord des autorités locales, en quelque sorte. Donc il était intéressant de le rappeler. La conquête de l'Indochine n'a pas été une conquête violente. Au Tonkin, si. Au Tonkin, oui, parce qu'on se battait aussi contre les Chinois aussi. Exactement, contre les pirates chinois. Et contre les pavillons noirs, les fameux pirates qui infestaient les côtes du delta du Mékong. Et là, pour le coup, ça a été violent. Oui, bien sûr, oui. Avec quelques faits d'armes célèbres à Thuyen Quang et ailleurs pour nos troupes coloniales ou pour la Légion étrangère. C'est le Sontai pour la Légion étrangère. Voilà. Cette Indochine
Ensuite, elle va apparaître à beaucoup d'égards. L'expression est utilisée parfois comme la perle de l'Empire, comme en quelque sorte la colonie modèle, en quelque sorte. Hein. Il y en a une vision tout à fait idéalisée, il faut le dire, un petit peu ce qu'on retrouvera aussi avec le Maroc de Lyautey. Hein. Et cela tient à quoi cet intérêt pour l'Indochine qui va s'exprimer jusqu'à l'Expo coloniale de 1931 avec la reconstitution du temple d'Angkor au bois de Vincennes? L'Artegui a appelé cela le mal jaune. Oui. Et c'est une très bonne explication. On a le coup de foudre pour ces pays, j'ai moi-même succombé. Ah ben voilà, on comprend tout, ça y est. Et aussi, il y a une chose qui est tout à fait remarquable et qui ne va pas du tout dans le sens des thèses des anticolonialistes et des décoloniaux, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue que l'Indochine, au plus fort de la présence française, était gérée par au maximum 40 000 personnes, dont une dizaine de milliers de militaires. C'est ça. Comment voulez-vous tenir par la force un pays grand comme une fois et demie la France, avec plus de 20 millions d'habitants, avec 12 000 soldats? Ça n'est pas possible. C'est complètement irréaliste. Donc c'est bien qu'il y avait autre chose que la coercition pour conduire ce pays vers son développement, car c'était le but de la colonisation d'exploitation, dans la lignée de Lyautey, de développer ces pays jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de prendre leur indépendance. La colonisation d'exploitation n'était pas pérenne. Oui, alors c'est une colonisation qui a permis notamment le développement de certaines activités. On pense à la riziculture, on pense à la culture des EVA pour Bien sûr. À l'introduction des EVA. Ce sont les Français qui ont introduit les EVA. L'introduction. Donc un bilan économique finalement tout à fait positif de cette colonisation. Tout à fait. Pas forcément positif pour le budget national français. Qui a laissé des plumes. Parce que la colonisation a souvent coûté plus cher à la métropole qu'elle ne l'a rapporté. Ça avait été l'objet du livre de... j'ai oublié son Marseille nom. Pour l'Algérie. Alors, il y a Marseille, bien sûr. Et puis le livre Coûteuse Algérie, là, ou Cher Algérie. J'ai oublié le nom de l'auteur, là, qui avait mis les choses au point de manière très claire sur ce sujet-là. Et puis, il y a des choses... Alors, ce bilan positif est parfois occulté, notamment sur des actions dont personne ne parle jamais, qui ont été tout à fait extraordinaires et auxquelles je me suis beaucoup intéressé. Par exemple, l'histoire des phares et balises. On n'imagine pas qu'on ait pu installer des phares et des balises, ni l'intérêt que ça pouvait avoir. Or, l'Indochine avait plus de 2000 km de côtes, extrêmement dangereuses, où des centaines de pêcheurs ou de marchands laissaient leur vie sur les récifs. Et la France a eu l'excellente idée et la technique pour baliser toutes ces côtes de phares et à sauver la vie de centaines de personnes. Pour rendre les eaux navigables en sécurité. Voilà, ça c'est une chose qu'on ne peut pas attaquer. Alors si les décoloniaux les attaquent en disant c'est une appropriation culturelle des côtes de l'Indochine. Bien sûr. C'est extraordinaire comme raisonnement. N'importe quoi. Mais jusque pendant la Seconde Guerre mondiale, les employés des phares et balises ont été des résistants tout à fait remarquables qui communiquaient aux Américains et aux Anglais la circulation des bateaux japonais. Des navires japonais. Ils ont rendu des services extraordinaires à la victoire des Alliés. Et ça, on alors, ne le dit jamais. Il y a un domaine également qui a été très important, je crois, en Indochine, c'est tout le domaine sanitaire. Parce que c'est là même que les Français ont expérimenté beaucoup de choses en matière de maladies tropicales, notamment. Alors là, c'est une appropriation culturelle de la santé pour nos adversaires. Voilà. Ils osent tout. C'est à ça qu'on les reconnaît, comme disait l'autre. Il faut n'avoir jamais vu des lépreux. Au Vietnam, par exemple, pour oser dire que c'est une appropriation culturelle. Parce que quand les communistes sont arrivés au pouvoir en 1975, sur toute au Sud-Vietnam, donc, ils ont fermé les léproseries, parce que la léproserie ne peut pas exister dans le paradis communiste. Et au début des années 90, quand on a pu retourner là-bas, et circuler, non pas librement, mais circuler à peu près, parfois même clandestinement, on s'est rendu compte que les lépreux étaient à l'abandon et que l'épidémie de lèpre gagnait tout le pays. Et la lèpre était réapparue et s'était répandue. Alors, Lord de Malte est intervenu, une dame tout à fait remarquable, Geneviève Jouan, avec qui j'ai travaillé, a littéralement sensibilisé l'OMS. Est allée à Genève, elle a sensibilisé l'OMS à ce problème, qui est intervenu auprès du Vietnam pour rouvrir des léproseries. Ah oui. Mais ça date de la fin des années 90. Jusque-là, le régime communiste avait détruit tout ce que les Français, notamment les missionnaires. Par exemple, en ce moment, il y a un procès en béatification de Monseigneur Jean Cassaigne,
le dernier évêque français de Saïgon, qui avait créé la léproserie de Jiring, au centre, sur les hauts plateaux, pas très loin de Dalat, et laquelle léproserie est toujours en activité. Il y a la tombe de Monseigneur Cassaigne qui n'a jamais été profanée, et il est toujours honoré par le régime actuel. Oui. De même que Calmette, qui a toujours sa rue, que Pasteur, et surtout, une des plus belles figures de la colonisation française en Indochine, c'est Alexandre Yersin. Oui, c'est qui a mis au point la lutte contre la peste. Exactement, il a découvert le bacille de la peste. Il n'a pas fait que ça, c'était un savant protéiforme absolument extraordinaire qui a introduit des espèces animales, des bovidés en Indochine, qui les a acclimatées. Il avait une ferme d'acclimatation à côté de sa petite ville de Nha Trang. C'est un personnage qui est aujourd'hui vénéré par les Vietnamiens. Donc aujourd'hui, tout cela est reconnu au Vietnam, y compris dans le Vietnam devenu communiste. Oui, absolument. Ah oui, ce qui est quand même intéressant. Il y a 3 ou 4 personnes qui ont échappé à l'effacement de la mémoire française. Parce qu'il y a eu une volonté d'effacer tout ce passé colonial initialement, en 1954, après les accords de Genève et l'indépendance du Nord-Vietnam, et puis ensuite en 1975, après la chute du Sud-Vietnam, il y a eu la volonté de tourner complètement la page coloniale, de rejeter sur la colonisation la responsabilité de tous les malheurs du moment. Aujourd'hui, ça, c'est une page qui est tournée. Pas complètement, mais partiellement. On a une relecture, même localement, plus positive de la période. Ah ben dans certains cas, par exemple, les pouvoirs publics vietnamiens ont fait appel aux notaires français pour recréer un droit notarial, puisque en régime communiste, le droit a pratiquement disparu. Oui, bien sûr. Des notaires français et des juristes français sont retournés là-bas pour essayer de rebâtir quelque chose tel que ça avait été introduit par les Français pendant la période coloniale. Ouais. Alors, dans votre livre, vous évoquez aussi un certain nombre d'événements tout à fait intéressants. J'ai retenu particulièrement toute la période qui va de 1940 à 1945, quand l'Indochine, dirigée par l'amiral Decoux, qui représente le gouvernement de Vichy, et doit faire face évidemment à l'expansion japonaise et aux oukases de la puissance japonaise qui s'est étendue dans toute la région à la faveur de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'est-ce que l'on peut dire à ce propos? Parce que aujourd'hui tout cela est plus ou moins oublié ou occulté. Que peut-on dire de ce régime ou de ce pouvoir de l'amiral Decoux, qui a été évidemment condamné en 1945 du fait de son loyalisme vis-à-vis du gouvernement de Vichy. Il a été condamné moralement, mais il avait bénéficié d'un non-lieu dans les tribunaux de l'épuration. Voilà. Alors, ce qui est déjà un exploit. Dans le contexte de l'époque, il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance, évidemment. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire à ce propos et quel bilan tirer de cette séquence-là? Si l'on parle des mensonges, le premier mensonge factuel, c'est qu'on qualifie l'amiral Decoux de créature de Vichy. Or, il a été nommé gouverneur général de l'Indochine par intérim, en remplacement du général Catroux, le 25 juin 1940. Le 25 juin 1940, Vichy n'existe pas. Il n'y avait toujours pas le régime de Vichy. C'est la Troisième République. C'est le 10 juillet 40 que le maréchal Pétain reçoit les pleins pouvoirs. Exactement. Donc ce qui induit un peu en erreur, c'est qu'il n'a pris son poste que le 20 juillet, parce que Catroux ne voulait pas partir. Ah oui. Voilà. Donc il y a un mensonge, ce n'est pas une créature de Vichy, ça n'est pas possible. Ensuite, l'amiral Decoux lui-même était plutôt anglophile et partisan de la continuation de la lutte, aux côtés des Anglais. Seulement, tout le monde a lâché la France en Indochine. Les Anglais ont dit non, nous on n'a déjà pas de quoi défendre Singapour. On a suffisamment à faire pour défendre Singapour. Voilà. Les Hollandais aux Indes néerlandaises étaient déjà envahis. Tout ça va être balayé après Pearl Harbor en 1941, évidemment. Les Américains n'étaient pas clairs du tout. Leur neutralisme était un petit peu, même parfois favorable à la Thaïlande, qui a été en guerre contre l'Indochine française, ça, on ne le sait jamais, mais il y a eu une guerre franco-thaïlandaise qui a vu la plus belle victoire navale et la seule victoire navale de la marine française pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la bataille de Ko Chang, avec une marine qui avait été admirablement formée par l'amiral Decoux, tout à fait, et admirablement commandée par le futur amiral Béranger.
Et alors, l'amiral de Koo, ensuite, il s'est trouvé confronté à la question de faire avec une puissance japonaise comme interlocutrice, qui était évidemment désireuse de faire main basse sur l'Indochine française. Et alors, comment les choses se sont-elles passées? Alors, les négociations se passaient directement entre Vichy et Tokyo, et l'amiral de Koo ne faisait que les appliquer en essayant de retarder le plus possible l'invasion japonaise. Les Japonais grignotaient du terrain de jour en jour, et avec une grande diplomatie, l'amiral de Koo a réussi à limiter les dégâts, limiter les concessions, limiter les prédations agricoles, par exemple, en fournissant le moins possible de riz et de denrées au Japon. Et ils ont même réussi ce coup tout à fait extraordinaire que les prélèvements financiers ont trouvé leur exacte compensation en or dans les coffres de la Banque d'Indochine à Tokyo. Ça, personne ne le dit jamais. Mais quand on dit que les Japonais nous ont imposé des taxes énormes, en 1945, on a retrouvé les sommes. C'est absolument incroyable comme histoire. Les Américains étaient stupéfaits en ouvrant les coffres forts de la Banque d'Indochine en 1945 de découvrir plusieurs tonnes d'or. Oui. Et cet or-là, qu'est-ce qu'il est devenu ensuite? Il a été rapatrié en métropole. Ah, il a été rapatrié en métropole, d'accord. Oui, il nous appartenait. Bien sûr, oui. Et finalement, en 1945, que reproche-t-on précisément à l'amiral de Koo? D'avoir suivi Vichy. C'est ça, simplement. Il ne pouvait pas faire autrement. D'être resté loyaliste par rapport à Vichy, quoi. Et il ne pouvait pas faire autrement. C'est un peu la même chose qu'avec le général Dentz en Syrie, quoi. Pareil. Il n'avait aucun allié. Bien sûr. Autour de lui, s'il avait rejoint la dissidence gaulliste, l'Indochine était rayée de la carte au mois de juillet 40. Oui, c'est ça. Alors qu'il a fallu attendre le début 45, les événements de mars 45, pour que les Japonais envahissent vraiment complètement l'Indochine et s'y imposent. Et alors qu'à ce moment-là, la guerre en Europe était pratiquement terminée. Voilà. Le 9 mars 45, il ne restait plus longtemps aux Allemands. Et ça n'est pas. Voilà une chose importante à noter. On dit toujours l'amiral de Koo a abandonné l'Indochine aux Japonais. Mais l'Indochine, quand elle est tombée dans les mains des Japonais, c'était plus Vichy. Oui, c'était en 45. Oui. C'était en mars 45. Qui était au pouvoir à Paris en mars 45? C'était De Gaulle. Et voilà. Bien sûr, oui. Et alors là, vous revenez également sur la manière dont le gouvernement provisoire de Gaulle, donc 45, 44, 46, a géré ces questions d'Indochine, et notamment la discussion avec les éléments nationalistes du Viet Minh. Là, c'est très compliqué. Parce que le Viet Minh avait pris le pouvoir à Hanoï en septembre 1945, avec déclaration de l'indépendance et de la République le 2 septembre. Donc là, la situation était extrêmement complexe. En plus, les Américains s'étaient arrangés à Potsdam pour que ce soit les Chinois qui libèrent, entre guillemets, le nord de l'Indochine, alors que les Anglais sont venus à notre secours. Les Américains. Merci les Américains et les Chinois. Et ce sont les Américains qui ont formé Ho Chi Minh et qui l'ont armé et qui l'ont installé au pouvoir avec le Major Patty et les agents de l'OSS. Oui. Et finalement, ce sont les Français qui sont intervenus finalement au nord pour reprendre le contrôle du Tonkin. En mars 46 seulement. C'est ça, en mars 46, c'est ça. C'est-à-dire que les Français qui étaient prisonniers depuis le 9 mars 45 sont restés 1 an et parfois dans certains endroits même 1 an et demi, prisonniers du Viet Minh et des Japonais vaincus. Et des Japonais vaincus. Abracadabrantesque, comme aurait dit le président Chirac. Bien sûr, oui. Bien sûr. Alors, cette Indochine, ensuite, elle va basculer dans la guerre d'indépendance de 46 à 1954. Qu'est-ce que l'on peut dire aussi à propos du déclenchement de cette guerre? Claude de Boissanger, qui était le conseiller diplomatique de l'amiral de Koo, a écrit un très beau livre que je recommande chaleureusement, qui s'appelle « On pouvait éviter la guerre d'Indochine ». Ah, oui. Bon, on ne fait pas de l'Uchronie, mais il est certain que si De Gaulle avait laissé au pouvoir, ne serait-ce que quelques temps, l'amiral de Koo et son administration, pour conduire ces pays vers l'indépendance, qui était inéluctable, qui était déjà acquise. Elle avait été déclarée par le Viet Minh, elle avait été accordée par les Japonais après le 9 mars. Donc, vouloir revenir comme avant, c'était une illusion. Seulement, De Gaulle avait une image de la grandeur française qui nécessitait la reprise de l'Indochine, quel qu'en soit le prix. Alors, ça n'avait pas de sens sur le moment. Et l'administration de Koo était faite de gens très compétents, qui étaient parfois là depuis 20 ans, et qui auraient pu continuer à administrer
laissant progressivement ces pays accéder à l'indépendance. Je crois que ça aurait été la meilleure solution. Au lieu de ça, on a fait le forcing avec des méthodes de guerre traditionnelles qui n'étaient pas opérationnelles dans une guérilla, la guérilla Viet Minh, et on a fini par perdre avec l'intervention de l'URSS et de la Chine, bien sûr, qui ont mis le Viet une Minh, masse d'armement, d'assistance technique considérable face à la France pratiquement seule. Oui, avec un corps expéditionnaire, qui était réduit à la portion congrue. Et puis très mal équipé, très mal armé. En termes d'effectifs et de moyens. L'armée française était pauvre en Indochine. Oui, bien sûr, en face d'elle, elle avait l'armée chinoise. On ne le disait pas. À partir de 1950, effectivement, le rapport de force face aux divisions Viet Minh formées en Chine fait tout basculer. Et c'est d'ailleurs, on peut considérer que c'est même quelque part relativement miraculeux qu'on ait pu tenir la position jusqu'en 1954. C'est extraordinaire, le courage des combattants français et vietnamiens. Et vietnamiens qui combattaient à Dien Bien Phu, c'est magnifique. Des Français. Dien Bien Phu, bien sûr, qui reste le moment tournant de tout cela. Comment voyez-vous ensuite l'évolution des choses avec l'intervention américaine à partir des années 1960? L'intervention américaine déjà reposait sur un quiproquo. Les Américains non, c'est pas eux qui ont installé le président Diem, mais quand même ils ont favorisé. Ils l'ont favorisé initialement. Le régime Diem, et puis ils n'ont pas compris que le régime Diem n'avait aucun rapport avec leurs idées libérales. Et du coup, ils se sont lancés dans une guerre qui était à la fois en opposition avec le Viet Minh, enfin qui s'est appelé après ça Viet Cong à partir de 1960, en opposition avec les communistes, disons plus largement, et en opposition avec le régime Diem. C'était une impasse pour eux. Et puis, alors que les Français s'étaient complètement intégrés au pays, il y a eu 1 million de naissances métisses pendant la présence française en Indochine. Les Américains arrivaient, construisaient des forteresses bouclées dans lesquelles ils vivaient en autarcie. Ils avaient leur propre monnaie. Ils ne se sont absolument pas mêlés au pays. Ils connaissaient très mal le pays, très mal la langue, très mal les mœurs et coutumes. Et ce qui devait arriver est arrivé. Ils n'ont pas changé depuis, d'ailleurs, en Afghanistan. Avec la stratégie du feu, qui est une folie, alors que la France n'a jamais appliqué cette stratégie du feu, c'était une stratégie de combat. La stratégie du feu consiste à noyer sous le napalm l'adversaire en espérant qu'il sera éliminé. Seulement les autres ont trouvé la parade. Bien sûr, Bien sûr. Voilà donc un ouvrage qui remet au point bon nombre de questions, qui dissipe bon nombre de mensonges. Donc ces mensonges de l'anticolonialisme, le titre de l'ouvrage, qui porte donc sur l'Indochine. Ouvrage donc de Paul Rignac, publié par les éditions Indo-Éditions et que je recommande à tous nos téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup.